Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matière. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler plus en détail des particules élémentaires puisqu'on a étudié les différentes interactions qui avaient lieu, disons à l'échelle quantique, et en particulier ce qu'on appelle les interactions fondamentales qui ont tendance à lier notre matière et à régir l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers et expliquer l'ensemble de la physique, à la fois à notre échelle mais aussi à l'échelle quantique. Et ces particules associées à ces interactions fondamentales, on va les étudier aujourd'hui. On peut les diviser en deux parties, les bosons et les fermions. Alors les bosons, vous devez un peu savoir ce que c'est, on en a un peu parlé, puisque toutes les particules vecteurs de l'interaction, ce sont des bosons de jauge. Et puis les fermions sont des particules, disons, constituantes de la matière, telles que les quarks, ou encore par exemple les électrons ou les neutrinos. Donc je vais vous présenter ce qui existe, et puis je vais essayer de vous expliquer un peu en pratique la différence entre toutes les particules. Alors, ici dans ce tableau sont résumées toutes les particules qu'on connaît aujourd'hui. En particulier, on voit, disons, comment descendre de ce qu'on voit nous, la matière, à ces particules élémentaires. Et si on a ici un cristal de matière, on va prendre un atome. Dans cet atome, on va avoir le noyau et les électrons qui tournent autour. Puis les électrons, je vous ai déjà dit que c'était une des particules élémentaires qui fait partie de la famille des leptons. Je vous ai parlé dans la vidéo sur l'interaction faible des leptons. Et en fait, ces leptons, on en a 6. Et puis, on a les quarks. Alors les quarks, c'est ce qui permet de former entre autres les noyaux. C'est comme ça que je vous les ai présentés. Et puis, on a nos bosons, donc ici, qu'on a présentés dans les différentes interactions. Donc en fait, les sous-familles leptons et quarks forment ensemble tout ce qu'on appelle les fermions. Et ces fermions, on en a à chaque fois 3 générations. Donc la première génération, c'est la matière stable, c'est celle qu'on connaît. Et c'est pour ça que, par exemple, un proton est constitué de 3 quarks en tout, 2 quarks de type O, ici en petit, et un quark de type bas, down. Et puis, je vous ai parlé donc de ce que vous connaissez sans doute, l'électron qui tourne autour du noyau, donc qui est un lepton stable de la première famille. Et je vous ai parlé de la création des neutrinos, les neutrinos électroniques qui intervenaient par exemple lors des désintégrations β-, où on émettait un électron et un antineutrino électronique, donc l'antiparticule associée à celle-ci. Alors, en pratique, ce qui existe, c'est qu'on peut créer des particules non stables, des particules élémentaires plus lourdes, qui ont des propriétés en fait très similaires à celles de la première famille, mais les particules de la deuxième et troisième famille, aujourd'hui, elles n'existent plus. Elles ont été créées pour la plupart tout simplement juste après le Big Bang, au moment où il y avait énormément d'énergie. Alors je rappelle que bon, quand je dis lourde ou énergétique, c'est très similaire, hein, on peut voir ça comme E égale mc2, une particule lourde sera énergétique et vice versa. Et donc le muon, c'est tout simplement une sorte d'électron, donc avec un spin équivalent à celui de l'électron, sans rentrer dans les détails, et également une charge négative, donc comme l'électron. Et puis le taux, c'est également une particule très similaire, mais tout simplement encore plus énergétique, encore plus massif que le muon. Et à chacun de ces leptons, électron, muon, taux, on va associer un autre lepton, qui est son neutrino associé, donc le neutrino électronique qui interviendra dans les réactions où on va désintégrer par exemple un électron. Le muon est lié, le neutrino muonique est lié au muon, et puis le neutrino taux au taux. Donc c'est ce qui se passe par exemple quand on fait intervenir l'interaction nucléaire faible, où je vous ai dit que les particules 2 à 2 étaient liées, taux et neutrino taux, muon et neutrino muon, électron et neutrino électronique. Et puis il en va de même pour les quarks. En fait il n'existe pas que 2 quarks, le bas et le haut, il existe 6 quarks, et puis les quarks donc de deuxième et troisième génération. Donc les quarks Strange et Beauty sont très proches du quark down, et les quarks Charm et Top sont très proches du quark up, donc de même charge, de comportement similaire, la seule différence c'est leur énergie, donc leur masse. Et c'est pour ça que ceux-ci ne sont pas stables, et qu'ils ont été créés juste après le Big Bang. Et en pratique, pour observer ces 8 particules élémentaires qui ne sont pas stables, on a deux solutions. Soit on les crée volontairement dans des collisionneurs, des accélérateurs de particules, où en montant fortement l'énergie, on va pouvoir acquérir des particules d'énergie plus importante qui ne sont pas stables à l'état naturel. Donc c'est ce qu'on peut faire par exemple dans un collisionneur tel que le LHC. Et puis, sinon, l'autre solution, la solution on va dire naturelle, c'est d'observer le rayonnement cosmique. Donc le rayonnement qui a traversé notre univers depuis la création de notre univers, donc depuis le Big Bang, qui vient nous arriver à nos yeux, et qui peut contenir encore ces particules-là.
Alors en général, ces particules-là, elles n'arrivent pas à la surface de la Terre, en tout cas pour la plupart, puisqu'elles vont être arrêtées et interagir avec l'atmosphère. Et puis donc, en parallèle de ces fermions qui sont les briques élémentaires de la matière, comme vous pouvez voir par exemple si on a un atome, on va avoir un fermion électron et deux fermions quarks différents, tous trois quarks, pour former le noyau. Eh bien on a les bosons, donc, qui étaient les vecteurs des différentes interactions entre ces particules. Donc, ces particules-là vont pouvoir interagir grâce à ces différents bosons, donc différentes particules, qu'on peut parfois plus voir comme une onde, puisqu'on a une sorte de dualité onde-corpuscule en mécanique quantique, donc associée en toute petite distance et en particulier aux particules. Donc, le photon, le boson de l'interaction électromagnétique, les bosons vecteurs Z0, W- et W+ associés à l'interaction nucléaire faible, les gluons de l'interaction forte, donc on avait vu qu'il y en avait 8 différents, et puis le graviton, donc le tout petit dernier, qui a été découvert tout récemment, donc en 2016, et qui est responsable de l'interaction gravitationnelle. Donc ici vous avez l'ensemble des particules élémentaires, puis si on veut aller un peu plus loin, vous avez sans doute entendu parler donc du boson de Higgs et du fameux graviton qui vient d'être découvert. Alors je vais commencer par le graviton parce que j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur l'interaction gravitationnelle. Alors le graviton, il n'y a pas grand chose à retenir. Première chose, c'est une interaction qui est à une distance infinie, ce qui impose forcément que le graviton en tant que tel n'a pas de masse. On en parlera par la suite avec le champ de Higgs associé au boson de Higgs. Et puis le graviton, c'est quelque chose, disons, de très faible, on en crée très peu, en particulier sa vision ondulatoire, donc l'onde gravitationnelle. Et du coup, pour pouvoir être observé, il faut avoir quelque chose qui est rempli d'énormément de masse, et en pratique, une énorme déformation de l'espace-temps, comme on peut le voir ici. Donc ici, un trou noir. Puis ce trou noir, il va falloir le faire interagir avec une autre masse très lourde, de manière à ce qu'il puisse échanger des gravitons. Donc on a vu que pour découvrir ces gravitons, ces ondes gravitationnelles, eh bien, l'idée c'était d'observer deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre, donc deux énormes déformations de l'espace-temps proches l'une de l'autre, qui vont émettre donc ces ondes gravitationnelles qu'on a pu mesurer. Et puis, je vais maintenant vous parler de quelque chose d'un peu plus mystérieux, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, mais dont peu de personnes savent ce qu'il en retourne réellement. Donc le boson de Higgs, en fait, sans rentrer dans les détails, il est associé à un champ qu'on appelle le champ de Higgs, et qui représente une sorte de potentiel du vide. En réalité, dans la nature, il n'y a pas réellement de vide, il y a tout le temps un espèce de champ constant, d'une valeur non nulle. En fait, le champ de Higgs, c'est le seul, entre guillemets, champ potentiel dont la valeur minimale n'est pas zéro. C'est un champ potentiel dont la valeur minimale ne cesse de décroître petit à petit avec l'extension de l'univers. On a beaucoup plus d'espace-temps, puisqu'on augmente l'espace via l'extension de l'univers. Et du coup, ce potentiel qui est dans le vide, il a tendance à décroître de petit à petit avec l'expansion de l'univers, mais il n'est pas nul. Il a une valeur fixe et qui représente un peu une sorte d'énergie du vide. Et pour être plus précis, moi, il y a une analogie que j'aime bien, que j'ai vue plusieurs fois. C'est l'analogie d'un terrain enneigé. Vous pouvez imaginer l'espace-temps comme un terrain infini enneigé. Et alors du coup, c'est plat. On va prendre un terrain plat, sans montagne. Donc le champ de Higgs, voilà, il a une valeur constante à peu près partout, comme on va dire la hauteur de neige, si on prend une hauteur de neige positive à peu près partout. Et puis, par moment, quand on passe dans ce champ de Higgs, quand une particule passe dans ce champ de Higgs, c'est un peu comme nous quand on passe dans la neige. Avec nos pieds, on va faire des trous dans la neige. Puis plus on est lent, plus on s'enfonce dans la neige, c'est lié, en quelque sorte. Donc si je passe avec, je sais pas, une motoneige, je vais peu m'enfoncer dans la neige, je vais passer très vite. Et puis si je passe avec mes pieds, je vais m'enfoncer ma jambe de 50 cm dans la neige, je vais avoir du mal à avancer, et je vais aller moins vite. Ben, c'est exactement cette idée qui se passe avec les particules qui traversent le champ de Higgs. Il y a des particules qui interagissent très peu avec le champ de Higgs, comme moi quand je passe en motoneige sur la neige, j'interagis très peu, je passe très vite. C'est le cas en particulier des photons qui interagissent pas du tout avec le champ de Higgs, ce qui fait qu'ils ont la vitesse maximale atteignable. Ils sont très peu ralentis par le champ de Higgs. Et puis il y a des particules qui interagissent beaucoup avec le champ de Higgs. On peut penser à moi, quand je marche dans la neige, je m'enfonce ma jambe de 50 cm dans la neige. Je vais être très ralenti par cette neige, je vais aller moins vite. Et donc, du coup, si on prend l'analogie, en fait, c'est ces particules qui sont très ralenties par le champ de Higgs. Et en fait, ça leur confère en quelque sorte une masse. C'est l'idée de la masse. Plus une particule est ralentie par le champ de Higgs, plus elle a une masse. Une particule qui va à la vitesse de la lumière, comme le photon,
c'est une particule qui n'a pas de masse. Donc c'est le cas du graviton, ce qui explique aussi que son interaction est infinie, puisqu'en fait le graviton il va jamais pouvoir être arrêté dans le vide, il va traverser le champ de Higgs, tout comme un photon. C'est le cas également des gluons, qui n'interagissent pas avec le champ de Higgs, mais ce n'est pas le cas par exemple des bosons vecteurs, W-, W+, et Z0, qui sont les bosons vecteurs associés au champ nucléaire faible, et puis ce n'est pas le cas de la plupart des particules, comme les électrons qui vont légèrement interagir avec le champ de Higgs, qui font qu'ils ont une petite masse, les muons, qui sont des sortes de gros électrons, interagissent un peu plus, les taux encore plus. Donc toutes les particules qui ont une masse, c'est des particules qui ont tendance à interagir avec ce champ de Higgs. En fait, c'est cette interaction avec le champ de Higgs, en quelque sorte, qui leur transmet de la masse. Donc, quelque part, l'une des conditions pour pouvoir aller à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse maximale atteignable, c'est de ne pas être ralenti par le champ de Higgs, et donc de ne pas avoir de masse. Donc si je vous représente un peu ce qui se passe, si je prends une particule, elle rencontre aucun obstacle, elle peut avancer à la vitesse de la lumière, elle n'a pas de masse. Et puis, si je prends une particule qui rencontre des particules, ce qui se passe, c'est qu'elle va avoir tendance à rebondir sur ces particules. Donc on la voit, elle rebondit sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci. Elle rebondit un très grand nombre de fois, et au final, quand elle sort, même si sa vitesse, ça pouvait être c, du fait qu'elle a parcouru une plus grande distance avec tous ces rebonds, on peut voir que nous, si on ne voit pas ces rebonds, on a l'impression que la particule est passée d'ici à ici en un temps supérieur. Et donc, elle va avoir une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, une masse non nulle. Ça, c'est une analogie de ce qui peut se passer si notre particule rebondit sur beaucoup de particules. Et en pratique, ce qui se passe, c'est exactement la même chose dans le champ de Higgs. Une particule qui va interagir plus ou moins avec le champ de Higgs, c'est tout simplement une particule qui va avoir plus ou moins de rebonds, en quelque sorte, dans ce champ, plus ou moins d'interactions qui vont dévier sa trajectoire. Et plus sa trajectoire va être déviée par le champ, moins elle va pouvoir avancer de la gauche vers la droite, et plus elle sera lourde, et plus sa vitesse sera éloignée de c. Alors, ce champ de Higgs, en fait, c'est la vision quantique ondulatoire de ce fameux boson de Higgs, qui est un boson scalaire. Un champ, c'est quelque chose de scalaire, ce n'est pas un vecteur. Donc c'est la grande particularité du boson de Higgs. Et en fait, en pratique, donc ce champ peut être vu comme beaucoup de bosons de Higgs qui interagissent entre eux. Et du coup, si je le représente, ça pourrait ressembler à ça. On a un champ de Higgs, et puis de temps en temps, on peut voir un boson de Higgs s'échapper du champ de Higgs. Alors comment on fait pour obtenir cette configuration, qui est la configuration qui a été intéressante pour mesurer effectivement l'existence des bosons de Higgs? Comment sortir un boson en tant que tel, la particule en tant que telle, du champ qui est entre guillemets créé par l'existence de tous les bosons les uns avec les autres sous forme ondulatoire? Comment on peut, entre guillemets, faire apparaître cette particule? L'idée, ça a été d'exciter cette énergie du vide. Je vous expliquais que le champ de Higgs, il est partout, y compris dans le vide. Donc de prendre un endroit où il n'y a pas de particules, et essayer d'exciter cet endroit pour faire exploser les bosons de Higgs, les faire sortir de leur champ, qui est présent partout, y compris dans le vide. Donc pour exciter cette matière, ce qu'on a fait au LHC, c'est qu'on a fait collisionner des protons. Et donc en pratique, si je représente ça avec un diagramme de Feynman, ce qui se passe, c'est qu'on a deux quarks, donc les quarks des protons, qui vont interagir. Ces quarks, quand ils vont s'approcher l'un de l'autre, ils vont interagir via l'interaction nucléaire faible, donc avec des bosons W et Z. Ils vont être déviés de leur trajectoire originelle après leur interaction, un peu comme s'ils étaient rentrés dedans. En pratique, en physique quantique, les particules ne rebondissent jamais les unes sur les autres, elles ne se rentrent pas dedans, elles interagissent à une certaine distance l'une de l'autre, elles repartent déviées de leur trajectoire. Mais cet envoi de vecteurs d'interaction W et Z peut créer ce qu'on appelle un boson H0, un boson de Higgs. Donc ce qui se passe, c'est que si nos deux protons dans le champ de Higgs vont à cet endroit fortement exciter la matière à l'endroit de la collision, ils vont repartir dans une trajectoire déviée. Cette excitation de la matière va être due en fait à l'émission de ces bosons W et Z, et cette forte excitation de la matière peut permettre de faire sortir un boson de Higgs du champ de Higgs. Et c'est cette sortie du boson de Higgs qui va nous permettre de mesurer effectivement son existence. Et en pratique, on ne peut pas directement mesurer les bosons de Higgs car ils ont une durée de vie bien trop faible, mais on va mesurer les différentes réactions en chaîne qui ont lieu après l'émission de ce H0. Et si maintenant je fais un résumé du modèle standard, on a vu qu'on avait deux grands types de familles, les fermions et les bosons. En fait, ils se distinguent de par le fait qu'ils répondent à des statistiques différentes, liées à une propriété physique qu'on appelle le spin. Et les fermions donc, qui ont un spin demi entier, par exemple comme l'électron qui ont un spin de 1,5,
doivent répondre à ce qu'on appelle un principe d'exclusion de Pauli. Vous en avez sans doute entendu parler par exemple en chimie. Sur les couches électroniques, vous ne pouvez pas mettre plusieurs électrons dans le même état quantique. Ben pour le boson, c'est pas le cas, ils ont un spin entier, ils peuvent être plusieurs dans le même état quantique. C'est principalement ce qui fait qu'on sépare ces deux familles. Alors, les fermions, on en a deux types, les quarks, donc comme le quark up ou down par exemple, qui constituent le noyau, donc qui vont constituer les nucléons, les neutrons, les protons, et les leptons, donc comme l'électron qui va graviter autour du noyau. Donc chaque type de quarks, on va en avoir deux, donc, par exemple up et down, et lepton, électron et neutrino électronique, et trois générations associées, première famille, deuxième famille, troisième famille. Ensuite, antiparticules paires, c'est-à-dire qu'ils disposent chacun d'une antiparticule différente, et on a vu que pour les quarks, il avait certes une propriété de charge électrique, mais il disposait en plus d'une propriété de charge de couleur, et qu'il existait trois couleurs, rouge, bleu et vert. Et pour les leptons, par contre, on n'a pas de propriété de charge de couleur. Ce qui nous donne en tout pour les quarks 36 particules, donc de type up et down x 3 générations 6, x 2 si on compte les antiparticules 12, et chacun a 3 couleurs, ce qui fait 36. Pour les leptons, on n'a pas de couleur, ce qui nous donne 12 particules. Enfin, les bosons de jauge, bien, ce sont des bosons. Donc, il n'y en a qu'un seul type, il n'y a qu'un seul type de gluon, qu'un seul type de photon, qu'un seul type de boson. Il n'existe qu'une seule génération de bosons. Les particules, eh bien, certaines ne sont pas leurs antiparticules. C'est là du boson W, on a vu qu'il existait le boson W- et le boson W+. Les autres sont leurs antiparticules. Puis le gluon possède 8 couleurs différentes. Alors sans rentrer dans les détails, on peut penser qu'il y en a 9 puisque on a 3 couleurs au carré, 3 x 3, ça fait 9 combinaisons différentes de couleurs anticouleurs. Mais il y a une certaine relation de liaison qui fait qu'on ne peut en avoir que 8. C'est lié en quelque sorte à la linéarité de l'espace vectoriel dans lequel vivent les gluons. Donc on a 8 gluons différents, un photon, un boson, un boson Z, excusez-moi, et deux types de bosons W, donc le W+, et le W-. Enfin, on peut ajouter le boson scalaire, qui n'est pas un boson de jauge, qui n'est pas un boson lié à une interaction, qui est un boson différent, le boson de Higgs, qui est elle-même sa propre antiparticule. Donc ce qui nous donne en tout 61 particules élémentaires connues aujourd'hui, et en fait depuis cette année, il faut en ajouter une ou deux. Donc on en a 62 ou 63, puisqu'il faut qu'on ajoute le graviton, et les études sont menées, mais on ne sait pas encore, en tout cas la communauté scientifique n'est pas sûre, de pouvoir justifier que le graviton ait sa propre antiparticule. Donc a priori ça le serait, on aurait 70 particules, mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, vous savez maintenant que l'ensemble de notre univers et vous-même, vous pouvez être constitué que de 62, voire 63 particules. Merci, et puis n'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt.